Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord remercier le SPUC, le syndicat des professeurs de l'UQAM, et la Ligue des droits et libertés pour leur appui dans la tenue de cette conférence de presse. Et merci aux personnes présentes, certaines en ligne via Facebook, donc d'avoir répondu à notre invitation. Mon nom est Sandrine Ricci et je suis la représentante de l'une des 16 actions collectives, recours collectifs, engagés il y a pratiquement 10 ans contre la ville de Montréal à titre d'employeur du SPVM et donc imputable de ces actions. Suite à l'approbation le 22 février dernier par la Cour supérieure d'une entente que nous avons conclue avec la ville de Montréal, nous organisons cette conférence de presse pour faire un retour critique sur un processus victorieux mais exigeant, un retour sur ces suites attendues depuis la perspective des représentantes et des représentants des recours collectifs. Et je précise que les propos que nous allons tenir aujourd'hui n'engagent que les personnes ici présentes qui prendront la parole et qui ont par ailleurs toutes pris part à leur élaboration des propos en question. Donc dans un premier temps, je vais revenir brièvement sur les faits, incluant un point d'information pour les personnes arrêtées. Ensuite, nous aurons deux représentantes des recours qui livreront leur témoignage personnel. Nous reviendrons ensuite avec des perspectives critiques et une adresse à la mairesse de Montréal ainsi qu'au chef du SPVM. Et enfin, une porte-parole de la Ligue des droits et libertés dira quelques mots. Je signale aussi que nous avions invité différentes organisations à la conférence de presse aujourd'hui et nous avons donc dans ce sens-là une déclaration de la Convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC, qui fut à l'initiative de certaines des manifestations réprimées par le SPVM pour lesquelles des recours ont été engagés et qui donc, CLAC, tient à disposition une déclaration importante mais trop longue pour être lue ici. Elle est disponible, elle sera diffusée ultérieurement. Et nous, ici présentes et présents, nous avons aussi produit un communiqué de presse. Et finalement, il y aura une période de questions qui mettra un point final à la conférence de presse. Alors, en ce qui concerne bref rappel des faits et le point d'information, entre 2011 et 2015 inclusivement, des milliers de personnes ont été injustement et illégalement arrêtées par le SPVM dans le cadre de manifestations, des dizaines de manifestations tenues dans les rues de Montréal. 12 de ces manifestations, notamment plusieurs autour du 15 mars contre la brutalité policière, ont fait l'objet donc de recours collectifs représentant plus de 3200 personnes. Les 16 recours collectifs visent les conditions de détention dégradantes lors d'arrestations de masse et dénoncent surtout la violation répétée de la liberté d'expression et de rassemblement pacifique. Les recours collectifs n'iront pas à procès puisque la ville de Montréal reconnaît aujourd'hui, après s'être engagée à reculons dans ce processus, reconnaît donc avoir brimé les droits fondamentaux de milliers de personnes en les empêchant de manifester. Les partis se sont notamment entendus pour une indemnisation globale de 6 millions de dollars, dont la distribution entre les personnes arrêtées est commencée. Nous invitons donc toute personne présente, arrêtée et détenue lors des différents encerclements de masse communément appelés souricières, qui sont survenus lors de ces manifestations, à se faire connaître des différents bureaux d'avocates et d'avocats qui administrent la distribution des indemnités. Alors, pour information, je précise que le cabinet Mélenchon, Marceau, Grenier, Cohen, MMGC est chargé de distribuer les indemnités pour 8 recours collectifs, à savoir pour les manifestations des 7 juin 2012, 15 mars 2013, 22 mars 2013, 5 avril 2013, 1er mai 2013, 15 mars 2014 et 1er mai 2014. Le bureau Arsenault-Dufresne, oui, avocat, administre les indemnités pour 6 recours, à savoir les manifestations des 15 mars
2011 et 2012, 9 avril 2015, 20 et 23 mai 2012. Enfin, le cabinet Gray-Casgrain administre les indemnités pour 2 recours, manifestations des 1er mai 2014 et 15 mars 2015. Comme le prévoit l'entente de règlement, les membres des recours, c'est-à-dire toutes les personnes qui correspondent aux différents critères et qui ont été arrêtées lors des manifestations mentionnées, ont droit à une indemnité individuelle, ainsi qu'à des excuses collectives de la Ville de Montréal. Nous reviendrons sur ce point. Pour tout de suite, j'aimerais passer la parole à Sophie Desbiens, qui est représentante du recours collectif des personnes arrêtées lors de la manifestation du 1er mai 2013. Merci beaucoup, Sandrine. Bonjour, je suis la représentante pour l'arrestation du 1er mai 2013, comme Sandrine vient de le dire, durant laquelle plus de 440 personnes ont été illégalement arrêtées et détenues. Au nom de toutes les personnes qui font partie du recours collectif que je représente, je veux d'abord vous remercier d'être ici aujourd'hui pour nous écouter. Mon nom est Sophie Vallée-Desbiens, je suis infirmière et enseignante en soins infirmiers. Je suis ici pour vous parler de ce que les personnes arrêtées ont vécu ce jour-là et de pourquoi ce jugement est si important pour le droit de manifester. Le 1er mai 2013, j'ai fait le choix de participer à une manifestation dans le cadre de la Journée internationale de la commémoration des luttes des travailleuses et des travailleurs. Cette manifestation avait aussi pour but de faire entendre la colère de la population envers les élites politiques. Nous étions à l'époque de la commission Charbonneau, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Gérald Tremblay, lui, ne se souvenait plus de grand-chose. La corruption et la collusion étaient étalées au grand jour. La confiance de plusieurs personnes envers les institutions était ébranlée. Il y a évidemment plusieurs moyens d'exprimer ce sentiment d'indignation. L'un de ces moyens est de descendre dans la rue pour manifester son mécontentement. C'est un droit fondamental dans une démocratie. C'est du moins ce que je pensais. J'avais déjà été témoin de plusieurs manifestations qui avaient été violemment réprimées dans les mois et les années précédentes. Et ce jour-là, je l'ai vécu personnellement. Il est difficile de transposer en mots la peur que l'on ressent lorsque des forces policières armées jusqu'aux dents s'en prennent à nous, alors que la seule chose que l'on a fait, c'est de manifester pacifiquement. L'armure des policiers, leurs casques, leurs boucliers, leurs matraques, leurs armes, tout cet arsenal est fait pour intimider. Et cet arsenal devrait être utilisé pour arrêter des criminels et non contre des citoyennes et des citoyens qui exercent leur droit de manifester. Le 1er mai 2013, la police de Montréal a choisi une tactique qu'ils n'ont que trop souvent utilisée depuis plusieurs années, la souricière. Cela consiste essentiellement à charger les gens en tapant sur leur bouclier, en agitant leur matraque et en leur criant après. Puis on les pousse et on les frappe pour les regrouper et les empêcher de s'en aller. C'est difficile d'imaginer la scène lorsque c'est décrit avec de simples mots. Mais quand on le vit, laissez-moi vous dire que ça fait peur et que ça peut aussi être brutal. Dans les faits, le SPVM nous a donc arrêtés. Et cette arrestation était illégale car nous n'avons commis aucun acte criminel. Non seulement ils nous ont retenus contre notre gré pendant de nombreuses heures, ils nous ont aussi privés de nos droits fondamentaux. Nous n'avons pas eu la possibilité d'appeler une avocate ou un avocat. Nous avons été menottés brutalement avec des tie wraps. Nos effets personnels ont été saisis. Nous avons été placés de force dans les autobus de la STM, puis déportés à une heure très tardive dans l'autre bout de la ville, sans possibilité de transport en commun pour retourner chez nous. Durant tout le temps de notre détention illégale, nous avons été privés d'eau, de nourriture, de la possibilité d'aller aux toilettes. Et il régnait une chaleur accablante dans ces autobus. Plusieurs personnes ont eu des malaises physiques, d'autres des crises de panique. Et tout ça pour une soi-disant infraction à un règlement municipal qui était dans les faits inconstitutionnel. La police a abusé de ses pouvoirs. La police a arrêté de façon illégale des citoyennes et des citoyens qui tentaient simplement d'exercer leur droit de manifester. Ce faisant, la police a commis un acte d'intimidation et de répression politique. Comme beaucoup d'autres personnes ce jour-là, je suis ressortie de cette expérience avec un sentiment d'impuissance et d'injustice. Et encore aujourd'hui, j'hésite à exercer mon droit de manifester car je demeure méfiante à l'égard de la police. Mais nous, les membres des recours collectifs, nous ne voulions pas être muselés par ces actes de répression.
Nous avons tenu tête car nous voulions obtenir justice et réparation afin de faire en sorte que le droit de manifester soit mieux protégé dans l'avenir et pour les générations futures. Ce jugement est la consécration de nos efforts puisque nous avons obtenu une compensation financière, oui, mais surtout la reconnaissance des pratiques abusives de la police de par les excuses de la Ville. Je suis par contre amère, car ces excuses sont extrêmement difficiles à trouver sur le site web de la Ville, ce qui, à mon avis, ne respecte pas l'esprit du jugement. Celui-ci stipule que les excuses doivent être publiques. Or, j'ai l'impression que même mon fils de 5 ans est capable de s'excuser avec plus de sincérité que l'administration municipale et le service de police ne l'ont fait jusqu'ici. Quand on présente des vraies excuses, on le fait en pleine lumière et non en catimini. Si la Ville de Montréal et le SPVM veulent que l'on croie en leur capacité à corriger les erreurs passées, ils pourraient peut-être commencer par là. C'est une question de respect pour toutes les personnes qui ont été arrêtées dans toutes ces manifestations. Et c'est essentiel dans le processus de réparation des torts qu'ils ont causés et dans la protection des droits fondamentaux de tous les membres de notre société. Merci Sophie. J'appelle maintenant Isabelle Maton, qui est représentante du recours collectif des personnes arrêtées lors de la manifestation du 20 mai 2012. Merci. Je m'appelle Isabelle, j'utilise le pronom « elle ». Je suis représentante des personnes arrêtées le 20 mai 2012, spécifiquement au coin Sherbrooke et Saint-Denis. C'est une manifestation étudiante nocturne, une manifestation contre la hausse des frais de scolarité, mais aussi contre le projet de loi 78 qui venait tout juste d'être adopté et qui venait mettre en danger le droit de manifester. Au moment des faits, j'étais éducatrice à la petite enfance. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ces démarches judiciaires-là contre la Ville de Montréal, contre le SPVM, c'était pour dénoncer les abus que j'avais vécus, que des milliers d'autres personnes avaient vécu, pour raconter ce qui m'était arrivé, faire entendre ma voix et celle de près d'une centaine de personnes dont j'allais être la représentante. C'était pour nommer les injustices qu'on a vécues collectivement, mais aussi les faire reconnaître et, dans le meilleur des mondes, éviter que ça se reproduise. Pour moi, c'est important de prendre la parole aujourd'hui parce que la population va voir qu'il y a eu un règlement hors cours, un montant d'argent, une lettre d'excuse, mais ils ne verront pas toutes les histoires qu'il y a eu derrière ces manifestations-là, ces arrestations illégales-là. J'aimerais que chaque histoire individuelle puisse être entendue, accueillie, pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. J'aimerais que les voix de tout le monde puissent être entendues aujourd'hui, même si ce n'est pas possible et que je ne ferai pas comment partager tous ces vécus-là en quelques minutes seulement. Ce que je peux dire, c'est que ce soir-là, le 20 mai 2012, j'ai craint pour ma sécurité. J'ai été aveuglée par le poivre de Cayenne. J'ai respiré des gaz lacrymogènes pour la première fois. J'ai entendu une bombe assourdissante exploser juste à côté de moi. J'avais peur. J'ai entendu les policiers crier « Bouge !» tout en nous empêchant de partir, complètement encerclés de policiers. Je me suis sentie impuissante. J'ai reçu des coups de bouclier alors que je criais en larmes aux policiers d'arrêter de me faire mal. Je me suis fait enlever mon vélo de force après qu'on l'ait utilisé pour me frapper au genou. J'ai vu un autre vélo se faire balancer par un policier. On nous a poivrés après s'être fait demander de nous asseoir par terre. On a été détenus pendant des heures, pendant la nuit, sans accès à l'eau, aux toilettes, à de la nourriture, pendant que les policiers nous narguaient, en menaçaient certains de leur remettre une contravention parce qu'ils urinaient sur la voie publique. On s'est fait dire qu'on méritait comment on se faisait traiter, qu'on était en état d'arrestation, qu'on avait le droit à rien. J'ai dû contester ma propre contravention de 637 $ pour des accusations qui ont, soit dit en passant, été retirées. J'ai perdu la sensation dans mon pouce pendant une semaine à cause des tie-wraps trop serrés. J'ai eu des ecchymoses aux côtes, aux bras, aux jambes pendant des semaines. J'ai fait et fais encore des cauchemars à ce jour. J'ai consulté pour un choc post-traumatique. J'ai eu peur de sortir manifester. J'ai encore peur de manifester.
Ce soir-là, c'est entre autres mon droit à la sûreté et mon droit à l'intégrité qui ont été bafoués, mais aussi notre droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association qui ont été brimés. Pas besoin de recevoir des coups pour que ce soit violent. La répression, c'est violent en soi, et se faire enlever le droit de manifester est une violence tout aussi grave. Oui, je suis satisfaite du dénouement des procédures judiciaires. Après une décennie, c'est une victoire d'avoir une certaine forme de reconnaissance que nos droits fondamentaux ont été brimés. C'est quand même pas un montant d'argent, disons-le, symbolique, et une lettre d'excuse de la Ville de Montréal, cachée dans le fond de leur site Internet dans un lien PDF, qui effaceront le traitement qu'on a reçu et les séquelles qui resteront avec nous toute nos vies. Pour terminer, j'espère vraiment qu'à la suite des excuses, on verra des changements concrets dans le temps. Parce que des excuses, sans changement de comportement, c'est juste de la manipulation. Merci Isabelle. Donc j'invite maintenant Guillaume Perrier, co-représentant du recours collectif des personnes arrêtées lors des manifestations du 15 mars 2013. À poursuivre. Donc, après des années de procédures juridiques pour construire les dossiers, une conférence de règlement entre les parties a eu lieu à l'automne 2019 pour tenter de régler hors cours les 16 recours collectifs. Cette démarche n'ayant pas produit de résultat, des dates de procès ont été fixées dans un premier temps pour les 8 recours défendus par MMGC. Or, retournement de situation en pleine pandémie de la COVID-19, les négociations entre les procureurs reprennent. Les deux principales demandes des représentantes et des représentants des 16 recours collectifs, à savoir une indemnité globale pour les dommages moraux et physiques encourus par les membres des recours, ainsi que des excuses publiques, sont de nouveau sur la table des négociations. Outre les 6 millions de dollars, les parties se sont finalement entendues pour la déclaration d'excuses suivante de la part de la Ville de Montréal. Entre 2011 et 2015, divers mouvements de contestation sociale ont entraîné d'importantes manifestations à Montréal. Dans le cadre de règlements hors cours de 16 actions collectives pour lesquelles la Ville de Montréal est poursuivie dans ce contexte, celle-ci reconnaît que certains gestes posés par les forces policières et l'administration municipale à l'égard des participants aux manifestations visées par les présentes actions collectives ont porté atteinte à certains de leurs droits fondamentaux, leur causant ainsi des dommages. C'est pour cette raison que la Ville de Montréal offre publiquement ses excuses à toutes ces personnes. Donc vous comprendrez que plutôt que Guillaume Perrier, on aimerait que ce soit les instances responsables qui prononcent cette lettre d'excuse. Je passe la parole à Marcel Sévigny, représentant du recours collectif des personnes arrêtées lors de la manifestation du 7 juin 2012. Merci. Pas d'excuses au rabais. Ces excuses publiques sont une reconnaissance à laquelle les représentantes et représentants des recours tenaient absolument. Mais ces excuses sont diffusées au moyen d'un simple hyperlien vers un PDF au bas de la page du service des affaires juridiques de la Ville. Nous ne voulons pas d'excuses au rabais. Nous estimons que le communiqué devrait être mieux publicisé. Étant donné les faits accablants, nous persistons et demandons que la mairesse Valérie Plante et le chef du SPVM, Fadi Daguerre, reconnaissent publiquement les torts causés aux milliers de manifestants et de manifestants que nous représentons. L'objectif des recours collectifs n'était pas de réduire nos droits fondamentaux à une somme d'argent, mais d'amener la Ville à assumer pleinement les conséquences de sa gestion antidémocratique des manifestations. Les excuses n'ont de sens que si elles sont clairement, explicitement et publiquement exprimées et assumées. D'ailleurs, il y a des précédents en la matière. Par exemple, en 2017, l'ancien maire de Nicodère avait présenté des excuses publiques et officielles pour les descentes policières, discriminatoires et violentes qui avaient visé la communauté LGBTQ+, entre les années 1960 et les années 1990. Merci. Marcos Tancelovici, représentant du recours collectif des personnes arrêtées lors de la manifestation du 22 mars 2013. À toi.
Merci, bonjour. Dans son jugement du 22 février 2023, le juge Martin Chikhan de la Cour supérieure tient explicitement le SPVM pour responsable de, je cite, comportement préjudiciable et l'invite à revoir ses pratiques dans un sens respectueux de l'exercice de la liberté d'expression et du droit de manifester. Selon nous, le SPVM a pendant des années miné de fait le droit fondamental de manifester, et ce sur la base d'un profilage politique, puisque seules les manifestations associées au mouvement étudiant ou à la gauche radicale ont eu à subir cette répression. Il s'agit là de notre plus importante victoire, non seulement pour les membres des recours collectifs, mais pour la société en général. Aussi, au-delà des excuses, que fera la mairesse Valérie Plante pour faire passer le message du juge Chikhan aux forces policières, alors que le budget annuel de la police a été haussé de 63 millions de dollars supplémentaires en 2023, pour atteindre un total de 787,1 millions, et que la ville de Montréal dispose déjà de plus de policiers par habitant que toute autre grande ville canadienne. En 2013, loin d'exprimer des doutes ou des regrets, Marc Parent, qui dirigeait alors le SPVM, se targuait d'être un exemple international. Dans une entrevue accordée au Globe and Mail, il déclarait, je cite, « Des forces policières de partout dans le monde viennent maintenant à Montréal pour apprendre de nos techniques de contrôle des foules. Et pour une bonne raison. Nous avons maintenant 2500 officiers qui sont des spécialistes du contrôle des foules. » Fin de citation. N'en déplaise à Marc Parent, il semblerait que ces 2500 spécialistes, entre guillemets, aient contribué à violer les droits fondamentaux de leurs concitoyennes et concitoyens. Qu'en dit aujourd'hui le directeur du SPVM, M. Fanny Dagger, celui-là même qui, à titre d'assistant directeur, présentait et défendait en 2014 le rapport sur l'application du règlement P6 au Conseil de la Ville de Montréal. Toute cette histoire nous rappelle que l'adoption de règlements liberticides et les abus policiers ne sont pas une menace lointaine qui ne toucherait que les régimes autoritaires. Les droits et libertés civiques se doivent non seulement d'être constamment revendiqués et défendus, mais aussi et surtout exercés. Cela requiert une vigilance et un engagement de tous les jours. Nous savons que plusieurs batailles se dressent encore devant nous. C'est autour du profilage racial que le SPVM est sur la sellette depuis quelques années. Mise sous pression, la ville de Montréal embauchait récemment un nouveau chef de police, M. Fadi Daguerre, et ce dernier promettait, je cite un article paru dans Le Devoir le 9 février 2023, des changements profonds pour mettre fin au profilage racial. D'aucuns diront qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Nous préférons miser sur la mobilisation populaire. Comme nous l'avons démontré avec nos recours collectifs, seule la lutte paie. J'invite Linda Kelly à nous dire quelques mots au nom de la Ligue des droits et libertés. Faire des choses à l'endroit. Donc, Linda Kelly. Donc, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Donc, la Ligue des droits et libertés que je représente aujourd'hui vient à saluer la détermination des représentants et représentantes des actions collectives et des manifestants et manifestantes arrêtés et blessés entre 2011 et 2015 à Montréal lors de manifestations qui ont défendu et continuent de le faire l'exercice du droit de manifester et qui ont dénoncé et continuent de le faire la répression policière et politique des mouvements sociaux. La Ligue des droits et libertés n'a cessé de dénoncer les arrestations de masse lors de manifestations qui ont eu lieu à Montréal depuis la fin des années 90. Et elle a continué de le faire lors de la grève étudiante de 2012 et des années suivantes. Ces arrestations de masse avaient lieu dans de nombreux cas avant même que la manifestation ne commence véritablement, au prétexte que l'itinéraire n'avait pas été divulgué aux forces policières en vertu du règlement P6. Un règlement dont les dispositions
ajoutées en 2012 ont été invalidées par les tribunaux par la suite, et un règlement qui a ensuite été abrogé complètement. Et c'était une revendication de longue date de la Ligue et de nombreuses organisations et groupes militants et manifestants. La lutte collective contre la répression policière et politique des mouvements sociaux a eu lieu à différents niveaux. D'abord, dans la rue, les groupes militants ont continué de manifester et de ne pas se soumettre aux nouvelles obligations réglementaires adoptées en 2012. Il y a aussi eu de larges coalitions qui ont revendiqué et dénoncé la répression, demandé la fin de la pratique des arrestations de masse et du règlement P6, et le retrait d'armes de contrôle de foule également, parce qu'on se rappellera que de nombreux manifestants et manifestantes ont été gravement blessés par la police durant cette période. Et il y a également eu les démarches judiciaires, donc la contestation massive des manifestantes devant les tribunaux de leur constat d'infraction qui a mené au retrait de ces constats. Également des recours collectifs, et c'est la finalité de cette démarche qui fait l'objet de la conférence de presse. La Ligue des droits et libertés tient à rappeler que la manifestation est une action collective qui est en soi perturbatrice et qui dérange, et que c'est sa nature et sa raison d'être. La Cour d'appel en 2019 a d'ailleurs rappelé que ce n'est pas pour autant qu'elle doit être considérée comme une nuisance réprimée ou contrôlée. Et je me permets de citer rapidement la Cour d'appel également en 2019, qui a dit il y a dans la suggestion d'intégrer les services policiers à la préparation d'une manifestation quelque chose d'antinomique à la liberté d'expression ou de réunion pacifique qui s'apparente à une forme de surveillance étatique. Et donc, pour conclure, tout comme les représentants et représentantes des recours collectifs aujourd'hui, la Ligue des droits et libertés demande à la mairesse Valérie Plante et au nouveau directeur du SPVM, Fadi Daguerre, de prendre la parole publiquement. D'abord, pour reconnaître publiquement et clairement les violations de droits commises par la police de Montréal entre 2011 et 2015, qui ont aussi été cautionnées par les autorités politiques. Et ensuite, et surtout, pour expliquer les constats que le SPVM et la Ville ont tirés de cette période de forte répression et les actions concrètes qui sont et vont être mises en place pour garantir l'exercice du droit de manifester, au-delà des phrases creuses auxquelles les autorités nous ont habitués jusqu'à présent. Et on rappellera, comme ça a été fait tout à l'heure, que M. Fadi Daguerre n'est pas étranger à ce qui s'est produit à Montréal durant cette période, car il a joué un rôle actif dans la répression et dans les stratégies qui ont été mises en haut lieu, parce qu'il faut le rappeler aussi, c'était des stratégies opérationnelles décidées en haut lieu que d'appliquer le règlement P6 de manière préventive pour réprimer des manifestations et en fait tenter de tuer dans l'œuf des mouvements sociaux qui avaient des revendications à porter dans l'espace public. Je vous remercie. Merci Linda. Donc on s'achemine vers une conclusion. Marcos Ancelovici va donner quelques éléments de wrap-up en anglais, de synthèse en anglais. On tient quand même à témoigner publiquement de notre reconnaissance et remercier chaleureusement les avocates et avocats et leurs équipes qui ont défendu les recours collectifs, en particulier Maître Cybèle Ataoul et Maître Marie-Claude Saint-Amand, ainsi que Maître Julien Huy et Maître Arsenault, qui ont pris la majorité des dossiers. Pour citer un mot envoyé par Maître Ataoul du cabinet MMGC, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, elle dit « Si j'ai pris ces dossiers, ainsi que ceux contre P6 et l'article 500.1 du Code de la sécurité routière, c'est en partie grâce à notre illustre camarade Denis Poitras, qui a passé une grande partie de sa vie à représenter les manifestants et manifestantes. Il m'a appris que les juristes progressistes ne devraient pas être à l'avant-plan de la lutte, mais toujours demeurer en appui. » Fin de la citation. Et donc, salut Denis Poitras aussi de notre part. Marcos, une petite synthèse? Merci. So just a few words in English. I mean, I'm hoping that you got most of the stuff anyways, but just in case. So we're here representing 16 collective action suits against the City of Montreal and the Police of Montreal. Between 2011 and 2015, more than 3,000 people were wrongfully arrested in the streets of Montreal just because they were peacefully protesting and they're basically exercising their fundamental freedoms and rights. After about 10 years
there was a settlement between those collective action suits and the City of Montreal. That settlement includes about $6 million and also supposedly public excuses from the City of Montreal and the police. So one of the points that we would like to stress here is that these excuses are basically not public enough. They're hidden on the website of the city. So we want the City of Montreal and the police of Montreal to take full responsibility publicly and recognize the mistakes and also the very, very questionable political decisions that were taken during those years. And also we would like to know what concrete measures will be taken in the near future to make sure things like this don't happen again for the sake of public freedoms and fundamental rights. Also, we would like to invite anybody who was arrested during one of those protests to either get in touch with us or get in touch with the lawyers and make sure that they basically submit all the paperwork to get the money that they're basically entitled to. Thank you. And we can also answer questions in English if necessary. Thank you. Donc voilà, on va prendre des questions s'il y en a dans la salle.